Merci à l'Union wallonne des entreprises de nous avoir proposé de prendre la parole aujourd'hui sur ce thème qui nous est cher, et on est ravis de pouvoir partager notre retour d'expérience et sans prétention aucune ce qu'on a fait sur le territoire de Rungis, qui est un territoire particulier, comme je vais vous l'expliquer. Alors, un petit, peut-être déjà commencer sur ICAD. ICAD, on est une société immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations en France. La Caisse des dépôts est notre actionnaire principal. On a plusieurs activités. Une activité de foncière, qui est l'activité principale de l'entreprise, donc de détention et de gestion d'un patrimoine immobilier. On est également promoteur, donc comme vous le savez, on achète des terrains ou des bâtiments et on les redéveloppe pour les céder, que ce soit en résidentiel ou en bureau. Et on a une très grosse filiale également qui s'occupe d'immobilier de santé, qui développe et qui gère un immobilier de santé, et principalement d'EHPAD et de cliniques de soins de suite. Donc on a un patrimoine qui représente à peu près 11 milliards d'euros en juin dernier. On est une société cotée, puisqu'on a le statut SIC en France, qui est un statut fiscal particulier, et qui fait qu'on est un acteur coté. On a une particularité depuis peu, depuis finalement un peu moins d'un an, c'est d'avoir développé une raison d'être. La raison d'être, c'est quelque chose qui a été permis par la loi Pacte en France, et donc de donner une mission finalement aux entreprises. Et donc la mission d'ICAD qu'on s'est donnée, qui a été co-construite en interne, c'est de concevoir, construire, gérer et investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite, des lieux où il fait bon vivre et habiter et travailler. C'est vraiment aujourd'hui ce qui fait un peu le driver, le catalyseur pour ICAD de notre activité, et qui doit être en tête de chacun quand on mène un projet, que ce soit une rénovation ou un développement neuf. Sans transition, je vais vous présenter le parc ICAD Paris-Orly-Rungis. C'est un parc qui se situe au sud de Paris, à proximité de l'aéroport d'Orly. Donc, en distance, on n'est pas très loin du tout des portes de Paris, puisque la porte d'Orléans est à 7 km. On est plutôt aujourd'hui bien desservi par les transports en commun, par le RER, par le tramway. Et demain, à l'horizon 2024, par la ligne 14, qui est une ligne automatique qui reliera le parc de Rungis et de manière plus générale Orly au centre de Paris pardon, en 35 minutes. Donc, ce sera un projet qui est très structurant pour le territoire et pour nous. Le parc ICAD en chiffres, le parc ICAD de Rungis en chiffres, aujourd'hui, c'est 58 hectares, 400 000 m² construits, développés en immobilier de bureau ou bâtiments d'activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 16 000 personnes qui viennent travailler quotidiennement sur site. 16 000, c'est l'étiage un peu haut, puisque aujourd'hui, avec un peu plus de télétravail, un peu plus les commerciaux aussi qui ne sont pas présents toujours sur site, c'est l'étiage maximum. Mais pour donner un peu un ordre d'idée, la ville de Rungis, qui est la ville sur laquelle le territoire de notre parc est installé, elle fait 5 400 habitants. Donc, quotidiennement, on vient tripler la population de la ville. Donc, on doit gérer cette intégration aussi et ce facteur de masse dans notre réflexion. Ça représente également 220 locataires qui sont répartis dans 70 immeubles. Ça, c'est pour les chiffres d'aujourd'hui. Demain, on a un potentiel de développement de presque plus que doubler la taille du parc. C'est 600 000 m². Ils sont sur soit des terrains qui existent, soit dans le cadre de redéveloppement potentiel d'immeubles anciens. Anciens parce que le parc il a été d'abord développé à la fin des années 60 sur un immobilier d'activité et logistique qui venait en complément en fait du déménagement du marché alimentaire qui avait déménagé de Châtelet dans le centre de Paris vers Rungis pour devenir le mine de Rungis, qui est plutôt connu puisque c'est le plus grand marché alimentaire de gros d'Europe.
Et donc, notre immobilier s'est construit en même temps que le mine se développait. Et il a vécu comme ça jusque dans les années 90 sur des bâtiments d'une typologie rez-de-chaussée avec des mezzanines, plutôt des plaques un peu d'activité assez grandes avec des hauteurs sous plafond de 6 mètres qui se prêtaient très bien à justement au développement de locaux d'activité, de stockage, de labos, etc. Dès les années 70, on avait déjà développé un immobilier commercial de bureaux qui existait sur des bâtiments qui étaient les premiers bâtiments en France, en tout cas, proposés à la location pour des entreprises. Et donc, historiquement, ce parc a été déjà très novateur en fait, et très innovant. Et ce que j'ai développé par la suite, finalement, c'est que la reprise de son ADN et de développement qui était déjà lancé. Donc, à la fin des années 90, c'est le boom de l'immobilier d'entreprise. Le parc se change de tête. On détruit, on démonte des anciens bâtiments d'activité pour construire les bâtiments que vous voyez sur la photo au-dessus, qui sont des bâtiments bureaux finalement un peu plus classiques, qui, eux, pour cela, se situent en façade de l'autoroute A106 qui va vers Orly. Donc, c'est plutôt la façade, on va dire, premium du parc, où on retrouve les plus grandes entreprises telles que Ricoh, Système U, AbbVie, Olympus, pour ne citer qu'elles. Également un hôtel à Hilton. Donc voilà, donc c'était vraiment la façade prime et ce développement a perduré jusque dans les années 2000-2010 où avec la même stratégie de transformation de bâtiments d'activité en immeubles de bureaux de R+7, R+8. Donc ce plan a bien marché jusque dans les années 2000, jusqu'en 2013, 14, 15. On a senti qu'un certain désintérêt finalement pour des utilisateurs pour cette zone. Des intérêts parce que les entreprises avaient un besoin plus grand, recherchaient plus de centralité, donc se recentraient vers Paris ou des zones de première couronne parisienne, dans le but, en tout cas nous disait-il, d'attirer et de fidéliser des talents qui étaient aujourd'hui moins enclins à prendre la voiture pour se déplacer, puisque bien que nous soyons reliés par les transports en commun, l'accès en voiture restait privilégié. Donc, c'était vraiment le premier point, c'était attirer des talents. On avait un immobilier aussi qui était un peu vieillissant et on avait une recherche de qualité de vie plus importante. C'était l'exemple qu'on prenait des tours de la Défense qui se vidaient parce que c'était moins agréable d'y vivre. Et puis un contexte économique un peu plus tendu où le développement dans deuxième couronne, là où on a implanté, était très abondant, donc beaucoup d'offres, beaucoup d'immobilier vacant. Et donc, il était plus valorisant pour les entreprises d'aller vers Paris où, finalement, l'offre étant plus rare, elle donnait l'impression d'être plus important et une plus grosse entreprise si on était centrale. Donc, ce constat, il s'accompagnait aussi par une dégradation de nos indicateurs économiques, hein. Un plus faible taux d'occupation, des loyers qui étaient un peu plus attaqués sur les démarches commerciales. Donc toutes ces dimensions nous ont poussé dès 2015-16 à réfléchir à qu'est-ce qu'on devait changer pour redonner de l'attractivité à notre parc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait sortir de la logique de on n'offre que des mètres carrés, que des immeubles de bureaux, les plus beaux soient-ils. C'est plus ça qui a été recherché. Donc c'était vraiment le faire exister au-delà des mètres carrés, augmenter la notoriété de notre parc en étant innovant. Et donc, en faisant cela, c'était dans l'objectif de fidéliser et d'attirer des entreprises. Et donc, on a cherché à créer un écosystème au sein du parc entre nos différents locataires. Alors, comment ça s'est traduit? On a essayé de repenser les espaces qui existaient. Et pour ça, on a été accompagné par un cabinet de design et d'architecture qui c'est Sages Partners, qui nous ont aidés à redéfinir en fait des espaces de vie sur le parc pour apporter une nouvelle dynamique, que les salariés de nos locataires puissent se retrouver, échanger, faire du sport, se rencontrer, avoir des moments culturels également. Et donc, on a démoli des immeubles sur le parc pour justement recréer des espaces de vie où les gens puissent se retrouver
et qui n'existait plus en fait. On n'avait plus de centralité sur le parc. On avait finalement, c'était un parc d'activité, mais c'était plutôt une addition d'immeubles indépendants et sans lien entre eux. Et donc, on y venait, et puis le matin, et on travaillait, on sortait peut-être pour déjeuner parfois, mais on repartait tout de suite. Et il n'y avait pas de vie, les gens, on ne croisait personne. On disait qu'on avait 16 000 personnes, mais on ne les croisait jamais. Et donc, ça a été tout le plan, ça a été justement de rendre visibles les gens, de donner une dynamique. Et donc, on a créé des lieux de partage, auxquels on a donné des noms, hein. Une place du village qui dit bien son nom, c'était vraiment de donner une centralité autour d'un bâtiment dans lequel on a mis de la restauration commerciale pour la plupart, et puis un point café au milieu de la place du village, qui est pour vraiment créer une polarité forte. Une autre place qui est la place des découvertes, dans lequel on a, avec des conteneurs aménagés, on est venu apporter des lieux pour des entreprises éphémères qui viennent présenter leurs produits, et ça change régulièrement. Et également un peu de restauration sur cette zone, et beaucoup de tables pour que les gens puissent déjeuner dehors quand ils le souhaitaient, ce qui n'était pas possible avant. Et pour encadrer tout ça, on a mis en place une happiness manager qui a pour rôle justement de parler aux entreprises, mais pas au même niveau que nous on avait l'habitude de le faire. Les asset managers, on parlait avec les directeurs financiers, les directeurs généraux, les services généraux pour les problèmes techniques, mais finalement, on ne parlait que de points business et jamais de comment ils voulaient vivre et qu'est-ce qui leur manquait sur le parc. Et donc, leur parler de eux, de leurs besoins. Donc, cet happiness manager, qui est un poste qui a été créé il y a 2 ans, elle est là justement pour faire ce lien-là, et elle parle avec les DRH et les services de communication événementielle de nos locataires. Donc, ça donne un autre niveau de discussion qui est très intéressant, et sans rien cacher, qui nous sert aussi par la suite dans nos discussions business. En termes de certification et d'ambition qu'on avait, en fait, pour donner un gage à nos locataires, on a créé un label certifié par un auditeur indépendant Intertech qui vient valider avec un certain nombre de points de contrôle que année après année, on respecte tous nos engagements finalement dans le cadre de ce renouveau du parc. Et donc tous les ans, on doit prouver qu'on est en amélioration continue de notre parc. Alors au départ, c'était les lieux physiques, donc, ce que vous expliquez, la création de places, la démolition de bâtiments pour redonner justement du souffle au parc. Et puis maintenant, c'est des engagements plus forts en termes de RSE et d'impact environnemental. Et donc là, on est dans un processus d'amélioration continue, mais je vais y revenir. Le parc est bien sûr sécurisé. On a rendu visible finalement les agents de sécurité qu'on ne voyait pas, à qui on demandait d'être discrets autrefois. Aujourd'hui, on les a rendus visibles en leur demandant d'être très, très présents sur le parc pour qu'il y ait un sentiment de sécurité plus fort, même si on n'avait pas de problème particulier. Mais finalement, ça rassure de voir, et puis c'est démonstrateur quand nous on explique que le parc est sécurisé, de les voir qui sont en rotation ou en faction à certains endroits. On leur demande d'être surtout ouverts et de participer finalement à ce qu'il y ait une bonne ambiance sur le parc également. En complément de l'outdoor, finalement, de ces places qu'on est venu créer, on a créé également 2 lieux. Alors, une smart room qui a en fait un espace de 800 mètres carrés divisible pour l'ensemble de nos locataires qui peuvent en fait les réserver à la demande pour des événements particuliers. Alors, soit on a un Creative Lab pour toutes les séances de création, de co-construction qui sont très demandées par nos entreprises, où on a aménagé ça avec des couleurs assez vives, des poufs, pour travailler de manière décadrée. Et puis une plus grande salle qui peut permettre de faire des conférences. Et c'est très demandé par les entreprises de taille intermédiaire qui louent, qui sont nos locataires pour 1000, 2000 mètres carrés, mais qui sont filiales ou à la maison mère d'un plus grand groupe implanté sur le territoire ou au niveau européen, et qui parfois font des rendez-vous annuels et qui ont besoin de réunir beaucoup de monde et qui n'ont pas cet espace-là dans les lieux qui nous louent pour leur bureau. Et donc, ils peuvent trouver sur place un lieu pour accueillir plus de 200 personnes.
Et on a également développé nos propres tiers-lieux de coworking ou de travail à distance. Ce sont les smart desks qui permettent soit de prendre un bureau à la demande pour des intérimaires ou des prestataires qui viennent pour une période donnée et on n'a pas forcément la place de les accueillir dans ces bureaux. Donc on peut réserver chez ICAD des postes de passage pour eux pour une période de 2 heures à 6 mois. Donc ça, c'est une offre qu'on trouve à Rungis, mais également sur le patrimoine d'ICAD autre part en Île-de-France. Et puis on a digitalisé également toute notre communication vis-à-vis de nos locataires et de leurs salariés, avec une application qui leur permet de réserver dans les restaurants du parc et également de trouver toutes les informations dont ils ont besoin sur les navettes et les cours de sport, par exemple. Donc là, vous avez une vue sur cette photo justement de la place des découvertes avec les conteneurs aménagés et le pop-up store. C'est vraiment quelque chose qui a été très apprécié par nos locataires et pour lequel on a été en plus récompensé aux côtés de Saghez, puisqu'on a reçu le prix Best of Year en 2019 pour tout ce qui est un prix remis à New York de l'intérieur design dans la catégorie outdoor. Donc on était très fiers et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui vieillit bien, est toujours très utilisé et c'est pour moi le gage de la réussite, c'est que ça trouve son public auprès de nos locataires. Autre image aussi, là ce sont comment on anime en fait le parc. Donc là vous avez en haut une photo de coaching sportif qu'on a mis en place depuis 3 ans. On a 50 personnes qui viennent tous les mardis et jeudis suivre des cours de sport, alors du fitness au yoga en passant par la préparation pour le marathon, avec des coachs qui travaillent à l'INSEP, donc l'Institut du sport de haut niveau en France, donc des personnes de grande qualité. Et tous les événements également, donc tous les événements qu'on organise pour nos locataires, alors que ce soit en partenariat avec eux justement, en les impliquant, en les mettant en situation et en leur demandant de participer, donc, ou avec des acteurs plus territoriaux que sont la mairie de Rungis, le théâtre et des associations qui sont présentes aux alentours. Donc tout ça fait en fait 25 événements qui viennent rythmer la vie du parc. 25 événements, finalement, c'est un toutes les 2 semaines. C'est assez important et on en est très fiers puisque à chaque fois, on a de plus en plus de salariés de nos locataires qui viennent et qui participent et qui sont heureux d'avoir une vie sur place dans un parc qui n'était pas fait pour ça à l'origine. Je vais passer maintenant un peu au volet RSE sur lequel on s'engage au niveau d'ICAD, bien sûr, mais aussi sur ce parc. C'est un parc qui est ancien, qui a un peu plus de 50 ans aujourd'hui, et sur lequel, à chaque fois qu'on a des enjeux de redéveloppement, on vise à chaque fois des certifications environnementales importantes. Alors, trio de performance énergétique, LEED BREEAM en fonction des programmes, mais également HQE et BBC pour certains. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un quart du parc qui est certifié. Et à chaque fois qu'on rénove ou qu'on développe un bâtiment, on vise une nouvelle certification. On a également investi dans le développement bien sûr des bornes de rechargement électrique pour les voitures électriques qui viennent sur le parc. On en développe dans tous les sous-sols de parking pour nos locataires. Et puis on a remplacé notre navette thermique qui existait auparavant par plusieurs navettes électriques qui permettent de relier soit l'aéroport d'Orly à la demande, soit les gares RER à proximité du parc. Cette navette, elle est également à la demande, hein, vraiment pour nos locataires en dehors des horaires de pointe. Et c'est un service qui est très utilisé par la plupart d'entre eux. Pourquoi on a développé ce service? Parce qu'on s'est rendu compte que les taxis qui venaient d'Orly, la course n'était pas assez importante et donc ils ne prenaient pas les visiteurs qui avaient rendez-vous sur le parc. Donc on a créé ce service pour venir y pallier. Après, on a renforcé tout ce qui est production d'énergie renouvelable avec on a des smart flowers. Alors c'est plus anecdotique, mais ce sont
du photovoltaïque en fait, qui suit la course du soleil, c'est pour ça qu'on dit Smart Flower, et qui vient alimenter en, fait, en électricité les parties communes des bâtiments qui sont adjacents. Et puis de manière un peu plus importante, on est venu couvrir toute une surface d'un parking avec les ombrières photovoltaïques qui ont un double usage, un usage de production d'électricité bien sûr, et puis un usage aussi de réduire la chaleur qui est produite par le soleil sur les voitures, et donc de ne pas consommer plus de climatisation l'été quand on repart. Donc c'est quelque chose de très vertueux. Et dernier exemple de ce qu'on fait et ce qu'on développe aujourd'hui en termes d'innovation. Aujourd'hui, on travaille un projet qui s'appelle Land Boost. En fait, c'est le module que vous voyez à droite qui est développé en impression 3D en béton, qui est un locataire qui est présent sur notre parc qui s'appelle Xtree. C'est ces structures béton qui sont implantées après sur des terrains où la biodiversité a un peu reculé du fait des constructions ou des déconstructions. Et on vient les implanter justement pour que les insectes, les animaux retrouvent des endroits pour reprendre possession finalement du territoire et du terrain, et venir augmenter la biodiversité sur ce terrain. Alors c'est aujourd'hui une première expérience qui est lancée sur le parc de Rungis, qui va être développée tout au long de l'année et sur laquelle on est très engagé. Après, on a un autre projet qui s'appelle Dessus-dessous. Alors pareil, c'est un projet d'innovation pour tester l'augmentation en fait, de la productivité de panneaux photovoltaïques pour le futur village olympique de Paris en 2024, où en fait on vient tester les différents substrats qu'on installe sous les panneaux photovoltaïques pour voir lesquels ont la meilleure interaction pour produire le plus d'électricité et avoir la meilleure performance. Ça sont vraiment des points d'innovation pure sur lesquels on est partenaire et on met à disposition de notre parc pour tester. Et enfin, on est très engagé depuis un certain nombre d'années sur le bail vert, et donc on a signé des baux verts avec les entreprises, les principales entreprises du parc. Ces baux verts, en fait, ce sont une annexe au bail qu'ils signent et par lesquels EICAD, en tant que propriétaire, et le locataire, on a pris l'exemple de Thales, Danone ou Lidl, viennent s'engager également à communiquer sur leur consommation en électricité, en carbone, et à les réduire, également sur les déchets, etc. Voilà, là, c'est un travail partenarial qu'on a avec eux pour les aider à réduire leur impact sur l'environnement sur le parc de Rungis, mais également sur nos autres actifs. Voilà, on est très investi au niveau territorial avec, alors, je les ai cités déjà, mais tout le tissu économique de la ville de Rungis, mais également avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne, donc le département dans lequel on dépend, des associations d'aide aux accidentés de la vie, avec Simon de Sirène. On est présent aux côtés des entrepreneurs du Val-de-Marne avec le réseau Entreprendre. Voilà, on essaye d'être, au-delà d'être un simple propriétaire foncier qui propose des locaux, d'être un vrai acteur du territoire. Je vous remercie de votre écoute. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif c'est de vous parler de ce fameux projet qu'est l'Écopôle, un parc d'activités qui est dédié au développement durable. Alors peut-être pour commencer, un très bref historique du projet. Donc ce projet, il trouve sa source en 2006, donc une période à laquelle voilà, on pose le constat que dans la région de Charleroi, il est essentiel de se doter d'une réserve foncière supplémentaire pour pouvoir accueillir de l'activité économique. Et il se base également sur une opportunité qu'on détecte en analysant un petit peu voilà, les terrains disponibles dans la région de Charleroi. Et on se rend compte qu'effectivement, dans la vallée de la Sambre, il y a toute une zone qui est à cette époque-là un chancre industriel et qui peut être réhabilité afin de pouvoir accueillir de l'activité économique. Donc, 2006, jeunesse du projet, constitution du dossier de reconnaissance qui a mobilisé pas mal de ressources.
Et puis en 2010, on obtient l'approbation du gouvernement wallon pour mettre en œuvre ce projet d'ampleur. Sa mise en œuvre va se dérouler de 2010 à 2018 avec une inauguration qui marque en fait le début de la commercialisation des terrains, phase qui est toujours évidemment en cours à l'heure actuelle. Alors, donc petit retour en arrière, on revient en 2006. Donc, il faut savoir que ce projet de l'écopôle, du coup, il constitue un des maillons essentiels d'un vaste projet de revitalisation de la vallée de la Sambre en aval de Charleroi. Donc, il faut savoir que cette zone, ce territoire a accueilli pendant de nombreuses décennies l'essentiel de l'activité économique de la région, le fait d'avoir une voie d'eau navigable qui traverse ce territoire et une géologie favorable ont permis l'essor d'activités industrielles lourdes telles que de la sidérurgie, de l'activité minière. Mais évidemment, au fur et à mesure de différentes crises économiques qu'ont connues ces secteurs, on se retrouve avec finalement des infrastructures qui ont été un peu laissées à l'abandon et finalement un territoire qui nécessite une véritable revitalisation. Donc, l'écopôle s'inscrit dans un projet de revalorisation de cet ancien sillon industriel de la Sambre. Ce projet poursuit de multiples objectifs. Avant toute chose, c'est redévelopper de l'activité économique porteuse en garantissant l'accueil de nouvelles entreprises et en permettant leur développement sur notre territoire. Il y a évidemment une question d'accessibilité, de mobilité qui se pose, puisque finalement, ce sillon industriel, cet ancien sillon industriel est fortement enclavé. Et donc, l'objectif, c'est de doter cette zone de nouvelles voies d'accès, de nouvelles voies de circulation, permettant de faciliter l'accessibilité et aussi de reconnecter finalement le territoire des communes sur lesquelles s'implantent l'écopôle, à savoir les 3 communes de Farciennes, des Auprelles et de Sambreville. Alors, le but également, je parlais de chancre industriel, c'est de renouveler la structure urbaine et de redynamiser un petit peu ce territoire en améliorant son attractivité. Et finalement, c'est de favoriser, comme je vous l'ai dit, par un programme accéléré de réhabilitation des friches industrielles, cette nouvelle capacité d'accueil et de développement économique au sein de l'agglomération. Alors, de ces différents objectifs et des constats qui sont posés, va naître le projet de l'écopôle qui se situe du coup à la porte est de Charleroi et qui est véritablement une porte d'entrée vers le centre urbain qu'est Charleroi. Et l'objectif de l'écopôle, c'est de se doter sur ce territoire d'une nouvelle vitrine économique, donc d'être véritablement un moteur du redéploiement économique de la région et d'en faire un lieu exemplaire. Et dans le développement et dans la réflexion autour du projet, apparaît une volonté très forte d'en faire un pôle orienté développement durable et donc de doter le parc d'activité économique d'une philosophie tournant autour des principes du développement durable. Alors, on reviendra sur ce point un petit peu plus tard dans la présentation. Et finalement, comme je vous l'ai déjà dit, donc, un des autres objectifs, c'est évidemment de rénover l'environnement urbain fortement dégradé et donc de faire de ce chancre industriel un nouveau site de redéploiement de l'activité économique. Alors, quelques petites informations, quelques caractéristiques du site, puisque maintenant on peut en parler, il est mis en œuvre. Donc, il faut savoir que le site de l'écopôle dans son ensemble est constitué d'environ 300 hectares de terrain, dont environ 100 hectares ont été, je vais dire, transformés en espaces verts, en zone de préservation de la faune et de la flore. Donc, on a des zones humides, des terris qui ont été préservés, qui finalement rappellent le passé industriel du site, tout en contribuant à la qualité visuelle
du parc d'activité économique. L'écopole, c'est également 20 hectares d'infrastructures de transport multimodales, puisque évidemment, le fait que la Sambre traverse la zone d'activité était une véritable opportunité pour favoriser la multimodalité. Donc, on a, au-delà des 13 km de voirie, évidemment, cette voie d'eau navigable qui traverse de part en part le site, et également des infrastructures ferroviaires qui permettent de favoriser cette multimodalité. Et donc, dans les 300 hectares, restent du coup environ 170 hectares qui, eux, ont été viabilisés, dont 50 hectares de friches industrielles qui ont été complètement assainies pour permettre d'accueillir de nouvelles activités dans les meilleures conditions pour les entreprises. Alors, les véritables atouts de l'écopole en tant que parc d'activité économique, c'est le fait de disposer déjà dans un premier temps de 150 hectares de terrain immédiatement commercialisables et sur lesquels peuvent s'implanter les entreprises intéressées. Alors, ces 150 hectares, ils sont partagés en plusieurs îlots. Chacun de ces îlots peut faire l'objet d'une grande modularité, puisque ce qu'on propose aux entreprises, c'est de définir la parcelle idéale pour permettre leur développement en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc, on propose des parcelles découpées à la demande pour coller au mieux aux besoins de chacun des prospects, de chacune des entreprises. Mais l'un des grands atouts du site, c'est qu'on est en mesure de proposer des parcelles allant jusqu'à 50 hectares d'un tenant, ce qui est plutôt denrée rare actuellement en région wallonne. Alors, un des autres atouts du parc d'activité, c'est sa grande accessibilité, donc, et le fait qu'il donne lui-même un accès rapide au réseau autoroutier wallon. Donc, il est bordé, comme je vous montrerai sur une carte juste après, il est bordé par la nationale 90, donc cette route nationale qui relie en fait Namur à Charleroi, qui permet directement d'accéder au réseau autoroutier principal, donc la E42 notamment, qui elle permet directement de connecter l'écopole aux pays voisins de la Belgique, donc ce qui permet d'envisager cette accessibilité à l'international. Et puis, je vous parlais également, bien sûr, du transport fluvial qui est tout à fait possible et qui est un des gros atouts du parc d'activité. Finalement, l'un des autres atouts, une des petites caractéristiques du parc, c'est le fait que au sein même du périmètre de l'écopole se trouve un poste de transformation Elias qui donne de facto accès immédiatement et à proximité à une très grande puissance énergétique, ce qui permet d'accueillir notamment des projets qui nécessitent cette puissance énergétique importante. Donc voilà, j'en parlais. Vous voyez ici sur cette carte la configuration du site. Donc on voit bien la Sambre qui traverse de part en part le parc d'activité et qui crée en fait voilà une séparation naturelle entre la zone nord et la zone plutôt située au sud. Vous voyez que ce parc d'activité économique est effectivement vraiment ancré sur le territoire de 3 communes dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, donc Farciennes, Sambreville et Zoprel. Et on voit au nord du parc la nationale 90 qui vient vraiment border la partie nord du parc d'activité et donc permettre cette connexion immédiate entre la zone d'activité économique et les grands axes autoroutiers. Alors, quelques informations relatives à la conception du parc, puisque, donc, comme je vous l'ai dit, dès le départ, volonté très forte de faire de l'écopole une vitrine économique en matière de développement durable. Et donc, en lien avec ça, évidemment, ont été mises en œuvre toute une série de choses au niveau de sa conception et au niveau de son infrastructure. L'un des principaux challenges est évidemment de
de viabiliser les terrains qui étaient précédemment des friches industrielles. Et donc, on a procédé à un assainissement massif de ces terrains. Dans une optique de favoriser la mobilité douce, on a réalisé des pistes cyclables qui bordent l'intégralité des voiries de desserte interne de la zone d'activité économique et qui vont même jusqu'à connecter en fait, les centres urbains des communes avoisinantes, ce qui permet de créer du lien entre chacun de ces centres urbains. De gros efforts ont été faits également pour préserver et renforcer la faune et la flore. Donc, je vous le disais, on a toute une partie des terrains qui ont été viabilisés au sein du périmètre du parc d'activité économique qui véritablement fait l'objet d'une préservation spécifique pour préserver cette biodiversité et favoriser son développement. Dans une optique d'intégration paysagère et de rappel, comme je vous le disais, voilà, du passé industriel de la zone, on a tenu à conserver et à valoriser 2 terris qui sont à l'heure actuelle bien visibles dans le périmètre de l'écopôle. Alors, un des challenges pour le développement de ce parc, c'était étant donné la proximité avec justement ces centres urbains dont je vous parlais, c'était de créer une barrière naturelle qui contribue à l'intégration paysagère, mais tout en permettant de créer justement une séparation bien claire entre la zone d'activité économique et les rues, enfin voilà, les quartiers d'habitation proches. Et donc, dans cette optique-là, ont été mis en place des zones tampons verdurisées, donc qui donnent un effet visuel aussi très intéressant à la zone d'activité. On a dimensionné l'éclairage urbain en fonction de la configuration du parc d'activité. On a travaillé au désenclavement des communes. Donc, je vous le disais, on a pensé le réseau de voirie de desserte interne pour permettre de connecter les communes avoisinantes et permettre également de désengorger ces centres urbains qui faisaient l'objet d'un passage important de poids lourds notamment, liés aux activités économiques à proximité. Et donc le but, c'était évidemment de repenser cela, de repenser ce réseau routier pour soulager un petit peu les différentes communes et faciliter l'accès justement au réseau autoroutier principal. Et finalement, au niveau de la conception, sur l'ensemble de la mise en œuvre du parc d'activité, il y a évidemment un souci particulier qui a été apporté à la qualité paysagère. On voulait vraiment que ce site soit un site très accueillant, vert, évidemment, et dans lesquels voilà, les entreprises, sur lesquelles les entreprises ont plaisir à s'implanter et plaisir à évoluer. Alors, toujours dans cette optique de véritablement faire un parc dédié au développement durable, on a mis en place une série de choses au niveau de sa gestion. Donc, c'est des projets qui ont été initiés, sont en cours d'élaboration, mais qui devraient à terme apporter cette valeur ajoutée durable tout au long de la vie du parc. Donc notamment, on réfléchit à différents dispositifs énergétiques favorisant la production d'énergie verte, favorisant la mise en commun des moyens de production d'énergie verte. Donc on parle beaucoup à l'heure actuelle des communautés d'énergie renouvelable et l'écopôle, clairement, est un candidat tout désigné pour à terme accueillir une communauté d'énergie renouvelable et par ce fait-là, voilà, travailler sur la mutualisation des moyens de production d'énergie verte au niveau des entreprises, mais également au niveau de l'agence de développement territorial KYTech. On a mis en place également toutes les infrastructures nécessaires pour déployer un réseau de chaleur sur le parc d'activité, donc ce qui permettrait à terme aux entreprises qui en ont le besoin et qui en voient l'utilité de partager des
de partager les flux de chaleur issus de leur production pour en faire bénéficier des utilisateurs à proximité, des entreprises voisines. On a également mis en place toute une série de choses pour favoriser le transport fluvial. Alors évidemment, la présence de la Sambre est un des éléments principaux sur lequel là, on n'a évidemment pas dû trop travailler, mais par contre, on favorise la connexion entre l'écopôle et la plateforme multimodale de Charleroi qui se trouve juste à proximité du site et qui permet très facilement de passer d'un mode de transport à un autre avec toute une série d'infrastructures vraiment dédiées à ce transfert logistique. Des projets à terme sont envisagés en matière de gestion collective de déchets. Donc ça, c'est des choses qui doivent encore se déployer au fur et à mesure que les premières entreprises vont s'implanter sur la zone. On a également dans les cartons un projet d'aire de stationnement et de covoiturage pour faciliter justement, pour limiter le flux de véhicules qui circulent sur la zone et pour favoriser encore une fois les moyens de mobilité douce et réduire le flux de véhicules à proximité du site. Un des gros projets également qui est en cours d'élaboration, c'est la mise en place d'un centre de services partagé qui serait mis à disposition des entreprises en plein centre du site de l'Écopôle et qui permettrait d'apporter une valeur ajoutée aux entreprises qui s'implanteront sur la zone ainsi qu'à leurs employés. Et finalement, on travaille également d'arrache-pied pour augmenter l'offre de transport en commun qui dessert la zone d'activité. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un jour, mais au fur et à mesure que des entreprises vont s'implanter, ça donnera évidemment plus de poids à l'intercommunal pour discuter avec les sociétés de transport en commun et pour augmenter cette offre en vue toujours de promouvoir la mobilité douce et les moyens de transport en commun. Alors, j'ai parlé du parc, on a parlé des infrastructures, de son historique, de la manière dont on envisage la gestion en phase avec la philosophie du développement durable. Maintenant, l'un des grands éléments et l'un des gros challenges qui s'est posé dès le départ du projet de l'Écopôle, c'était la question de l'attractivité du site au niveau des entreprises et de l'intégration de ces entreprises sur le territoire, mais également de leur adhésion au niveau de la philosophie qu'on avait souhaité mettre à l'honneur sur le parc d'activités. Et donc, c'était vraiment le challenge essentiel. Comment est-ce qu'on peut garantir cette adhésion et comment est-ce qu'on peut garantir que les entreprises vont vraiment être en phase avec cette philosophie voulue pour le parc. Et donc, initialement, ce qui avait été envisagé au niveau de notre intercommunal, c'était de travailler sur base d'un passeport vert. Donc, l'idée, c'était de se dire, OK, une entreprise qui veut s'implanter sur l'Écopôle, eh bien, on lui impose de signer un passeport vert, donc qui reprendrait un certain nombre de conditions sine qua non pour une implantation sur la zone et qui garantirait en quelque sorte finalement l'adhésion de l'entreprise à des points fondateurs de cette philosophie. Et puis, le temps faisant un peu les choses et la réflexion évoluant légèrement, on s'est dit que cette manière de faire les choses était peut-être relativement exclusive et risquait en fait de braquer certaines entreprises, de braquer certains secteurs d'activité et donc de fermer des portes, alors que finalement, notre but initial, c'était véritablement d'ouvrir la porte à un maximum d'activités et de créer de la diversité d'activités économiques sur la zone d'activité. Et donc, de cette idée de passeport vert, on a retravaillé un peu ce concept et finalement, on en est arrivé à élaborer une démarche plutôt inclusive et qui a pour objectif vraiment d'intégrer au mieux chaque entreprise
peu importe le secteur dans lequel elle évolue, dans cette philosophie, dans cette démarche durable et circulaire. Et comment on a mis ça en place? Bon, toutes les entreprises en matière et de circularité, certaines ont déjà à l'étrier de l'économie circulaire et du développement durable. D'autres, par contre, ben voilà, n'ont pas encore cette mise en route. Et donc, on se dit, on va donner une chance égale à toute entreprise en mettant en place un processus d'accompagnement dont l'objectif, finalement, non pas de faire des entreprises exemplaires, mais plutôt de chercher à améliorer leur performance durable, individuelle et collective, au sein de l'écopôle. Et on s'est dit que, voilà, en travaillant de cette manière-là, on allait de facto, finalement, améliorer la performance durable de l'ensemble des acteurs du parc et donc du parc dans son ensemble. Et pour accompagner la mise en place de ce processus d'accompagnement qui Gretec, du coup, se charge de réaliser avec chacune des entreprises, eh bien, on s'est doté de deux outils qui sont véritablement les fils conducteurs de cette démarche. Et ces deux outils, eh bien, il s'agit d'un guide et d'une charte. Donc, Laetitia a évoqué cette charte. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes en quoi elle consiste. Alors, tout d'abord, on a élaboré un guide de bonnes pratiques en matière de développement durable et de circularité qui se veut en fait être un outil à la fois de communication et de présentation de la philosophie du parc de l'Écopôle. Donc, dans ce guide, on a structuré de manière thématique et cohérente, mais voilà, enfin, qui nous semblait en tout cas cohérente, la vision que nous avions du développement durable et de l'économie circulaire et comment elle pouvait s'appliquer à un projet d'entreprise. Donc, on a structuré cela, on a également alimenté ce guide avec toute une série de best practices sur chacun des thèmes envisagés. Et le but, c'est que ça serve véritablement de référentiel de bonnes pratiques qui peut être ensuite qui peut être partagé avec chacune des entreprises qui souhaitent s'implanter sur la zone et dans lequel une entreprise va pouvoir puiser des bonnes idées et finalement trouver une source d'inspiration dans ce référentiel. Donc ça, c'est vraiment la base de connaissances et la référence en matière de bonnes pratiques sur l'Écopôle. Et puis finalement, une fois qu'une entreprise est informée, qu'elle a pris connaissance des éléments de ce guide, il faut encore matérialiser son intégration au niveau de l'Écopôle. Et donc, on a accompagné ce guide d'une charte, en fait, qui est un outil structurant pour planifier et pour mettre en œuvre les actions concrètes de chaque entreprise qui va s'implanter sur la zone. Et donc, cette charte, son objectif, c'est d'assurer une intégration harmonieuse de l'entreprise sur l'Écopôle. Elle est aussi mise en place pour assurer le respect de la philosophie du développement durable par notamment les pratiques en économie circulaire. Et finalement, cette charte, on la voit comme un outil d'accompagnement dynamique et progressif. Pourquoi? Parce que dans cette charte, en fait, on va inviter chaque entreprise, dans le cadre du processus d'accompagnement dont je vous parlais, à finalement choisir 3 projets sur lesquels elle souhaite s'engager pour améliorer sa performance environnementale durable et circulaire. Et ces 3 projets, ils vont être repris dans la charte. Ils seront écrits noir sur blanc dans ce document qui sera ensuite validé par YTech et par l'entreprise. Et ce document, il peut évidemment être amené à évoluer au cours du temps et en fonction de l'évolution de l'entreprise et des projets qui se mettent en œuvre collectivement et individuellement sur le parc. Alors, la charte, elle va être… donc, je vous le disais, le guide et la charte, du coup, sont axés autour de 4 dimensions et de 4 thématiques. Donc, les 4 dimensions, c'est les
les éléments constitutifs d'une entreprise sur lesquels elle va pouvoir agir, donc à savoir son infrastructure, son site d'exploitation en tant que tel, ses produits, ses services ou ses processus, donc véritablement le cœur de son activité. Elle va pouvoir également agir sur ses flux, les flux de matières premières entrantes et sortantes, mais également les flux d'énergie, par exemple. Et finalement, elle va également pouvoir agir de manière plus globale sur son business model. Ça, c'est les 4 dimensions sur lesquelles l'entreprise va pouvoir prendre des actions concrètes en matière de développement durable. Et croisé avec ces 4 dimensions, on retrouve 4 thématiques qui, pour nous, permettaient finalement de balayer les 3 piliers du développement durable, tout en constituant des groupes cohérents de typologie de projets qu'une entreprise peut réaliser. Et donc, le but, c'est que ces 4 thématiques, le but, c'est plutôt que les entreprises, en mettant en œuvre des projets, contribuent à améliorer leur ancrage local. Donc, l'ancrage local, c'est véritablement la création de liens avec les populations locales, l'intégration harmonieuse de l'entreprise dans son environnement social. L'aménagement, donc ça, c'est le volet plutôt paysager et infrastructurel. Donc, elle peut mener des actions au niveau de ce pilier-là. Des actions également permettant d'améliorer sa performance énergétique. Donc là, on parlait notamment des communautés d'énergie renouvelable. Évidemment, un des gros objectifs, c'est que un maximum d'entreprises qui vont s'implanter sur la zone démontrent une volonté forte de se lancer dans ce type de communauté d'énergie renouvelable et mettre en œuvre des moyens de production d'énergie verte, par exemple. Et finalement, la quatrième thématique sur laquelle l'entreprise peut prendre action, c'est sur sa performance environnementale et circulaire. Donc là, c'est véritablement l'utilisation rationnelle des matières premières, favoriser l'utilisation efficiente de ces ressources naturelles, fermer les boucles de matière, etc., etc. Donc ça, c'est les éléments constitutifs, les éléments fondateurs de la charte. Alors, très rapidement, au niveau de l'accompagnement, ce qu'on propose à l'entreprise, c'est de l'accompagner dès le départ. Donc, dès qu'une entreprise manifeste un intérêt pour une implantation sur la zone, on se met autour de la table avec elle et on commence à travailler sur cet accompagnement qui est censé déboucher sur la mise en œuvre de projets concrets en faveur du développement durable. Et donc, dès le départ, on demande à l'entreprise qu'elle marque un accord de principe sur les principes de la charte, à la suite de quoi l'entreprise va pouvoir travailler de manière sereine sur la préparation de sa demande de permis, sur sa demande de permis en tant que telle. Et pendant ce temps-là, nous, on va accompagner avec nos équipes l'entreprise dans la constitution de sa charte. Donc, on va réfléchir avec elle sur les projets qui, selon elle, sont les plus probants et les plus en phase avec son activité, avec sa philosophie. Le but étant véritablement que finalement, chaque entreprise soit vraiment motivée par les projets qu'elle a choisi de mettre en œuvre. Et finalement, c'est au moment de son implantation, au moment de son développement et tout au long de sa phase de développement sur le parc d'activités que vont pouvoir se mettre en œuvre ces engagements. On n'exige pas évidemment que les 3 projets dont je vous parlais soient mis en œuvre dès le départ et dès l'implantation. Mais évidemment, c'est des choses qui peuvent prendre un peu plus de temps et pour lesquelles YTech va garantir un accompagnement de long terme de chacune des entreprises. Voilà, donc présenter de manière assez succincte ces éléments de guide et de charte permettant de renforcer la philosophie développement durable de l'Écopole. Donc pour terminer sur quelques éléments clés pour garantir la réussite de la démarche, c'est évidemment de pouvoir engager l'entreprise dans cette démarche inclusive dès le départ. Donc c'est véritablement la sensibiliser au moment des premiers contacts pour qu'il n'y ait pas de malentendus potentiels et que l'entreprise mette véritablement le pied à l'étrier dès sa phase de
réflexion quant à son implantation. Alors, un des enjeux clés également pour garantir la réussite de cette démarche, c'est de faire participer un maximum de parties prenantes à l'écopôle, et donc notamment l'implication des communes, des citoyens et des structures d'accompagnement d'entreprises de la région de Charleroi sont des éléments essentiels pour faciliter la réussite de ces différents projets et l'adhésion des entreprises à la philosophie du développement durable. C'est évidemment un processus de co-création dynamique, comme je vous le disais. Le but, c'est pas de contraindre les entreprises, c'est pas d'avoir une démarche exclusive, mais plutôt une démarche inclusive dans laquelle vraiment on va co-créer et régulièrement réévaluer le développement de ces différents projets. Et finalement, voilà, plutôt que d'adopter une démarche un petit peu figée, statique, de checklist à laquelle une entreprise doit répondre, eh bien, on a souhaité, nous, plutôt donner une connotation évolutive et flexible à cette démarche d'intégration territoriale en matière de développement durable. Voilà, je vais clôturer mon exposé sur ces différents points. Je vous remercie bien sûr pour votre attention. Merci de nous passer la parole et de nous avoir demandé d'intervenir dans ce webinaire. Donc, je vais nous présenter. Je travaille pour le GAL Pays de Herve. Le GAL n'est pas une maladie, c'est une ASBL qui est financée par l'Europe, la Wallonie et les communes du Pays de Herve pour travailler sur l'avenir du territoire. Donc, des GAL, il y en a 20 en Wallonie et il y en a un peu partout en Europe. Et donc, nous sommes une dizaine à travailler ici pour le GAL et on travaille sur des thématiques qui ont été à la base décidées par des acteurs du terrain. Et donc, on travaille dans des domaines liés à l'agriculture, au circuit court, aux produits locaux, à la mobilité, à l'économie, à l'économie circulaire, au tourisme, à l'aménagement du territoire. Donc, c'est assez large et c'est vraiment toutes des thématiques qui ont été au départ amenées par des acteurs de terrain. Le conseil d'administration de notre ASBL est d'ailleurs composé à 49% d'acteurs publics et à 51% d'acteurs privés, à la fois des entreprises mais aussi des institutions présentes sur notre territoire. On a commencé en 2016 ici dans le Pays de Herve et on a été contacté par un club d'entreprise qui gère un zoning, un parc d'activité économique ici sur le territoire. C'est le parc économique des Plaines. C'est un parc qui s'étend sur 3 communes, Thimister, Walkenrath et Dizon, qui comporte actuellement 165 entreprises pour un volume d'emploi d'environ 4500 personnes. Dans ce parc d'activité, il y avait une difficulté importante, c'était l'accessibilité de ce zoning. Ce n'est pas un cas unique en Wallonie, c'est même assez fréquent, où des parcs d'activité, des zones d'activité sont développées très fort et les transports en commun ou la mobilité douce n'ont pas suivi. Donc concrètement, dans ce parc d'activité, on avait des entreprises qui recrutent et la première question qu'elles devaient poser à leurs candidats, c'était est-ce que vous avez une voiture? Si les candidats n'avaient pas de voiture, ça allait être difficile de travailler au sein de ce parc d'activité. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo de 3-4 minutes qui présente ce projet qu'on a développé vraiment en partenariat étroit avec ce club d'entreprise. Et la suite de mon intervention portera surtout sur cette dynamique partenariale. Alors, voilà. Je vais lancer la vidéo. Le Plaines Club s'est rendu compte qu'il y avait un manque au niveau mobilité et le GAL Pays de Herve est arrivé à point nommé.
en nous posant des questions, savoir sur les besoins que nous avions. Notre désir était vraiment de coller à la réalité des entreprises. Et donc, on a réalisé une enquête auprès des 140 entreprises des PNS par voie informatique. Et on a rencontré les 15 plus gros employeurs en termes de volume de personnel pour connaître vraiment leur réalité, leurs difficultés, la provenance de leur personnel, leurs horaires, leurs pratiques. Et c'est en fonction de ça qu'on a commencé à dessiner le projet. Le plus interpellant quand même, c'est qu'ici on a un parc d'activités où on a en moyenne 4000 travailleurs et il n'y a aucun moyen de locomotion, de transport en commun. Et donc c'est tout à la voiture, et donc clairement quand on n'a pas de voiture ici, on ne sait pas venir travailler. C'est un souci au quotidien, c'est de trouver du personnel qualifié, compétent et flexible. Donc la flexibilité, c'est aussi bien en termes d'horaire, mais en termes de mobilité. Donc aujourd'hui, l'accès à certains postes n'est pas pourvu parce que le personnel n'a pas forcément de moyens de locomotion. Ou ce qui arrive parfois, on a même des clients ou des fournisseurs qui viennent en train jusque Verviers, et puis faire la liaison Verviers et la Planesse, à part le taxi, il n'y a rien d'autre. On a pris un peu le problème à bras le corps avec le Club des entreprises et on a essayé de réunir vraiment un maximum de partenaires locaux, mais aussi régionaux, des partenaires à la fois publics et privés, pour trouver des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les entreprises du zoning. Si je devais aujourd'hui choisir une solution de mobilité, je pense que le transport en commun avec des plages horaires élargies qui correspondent réellement aux horaires des entreprises serait certainement la meilleure pour répondre aux horaires de pause qui sont les 6-2, 2-10. Le TEC a fourni un accord, les horaires ont déjà été acceptés, reste à définir les arrêts et le démarrage de l'action. La navette est un projet complémentaire à la ligne de bus. Le problème est que la ligne de bus va déposer les travailleurs à des endroits fixes. Après, ils doivent rejoindre soit l'arrêt de bus, soit les parkings de covoiturage jusqu'à l'entreprise. Nous souhaiterions une application de covoiturage dédiée au zoning des Plaines, mais intégrée dans une plateforme beaucoup plus large. Manu du GIAL du Pays de Herve nous a contacté pour mettre en place une solution de car sharing à l'échelle des Plaines. Et donc on est parti avec l'idée d'amener d'avoir 2 véhicules en partage au niveau du parc. Donc un véhicule qui sera full électrique et l'autre qui fonctionnera au CNG. Et on invitera également les entreprises du parc à partager des véhicules en leur sein ou à l'échelle du parc. Donc en intégrant une offre qui intégrera 2000 € d'incitant pour faire en sorte que chaque entreprise du parc puisse créer de la mobilité partagée, soit en interne, soit à l'échelle du parc d'activité. Mais je pense que le problème là, c'est qu'il faut vraiment peut-être une application pour que ce soit facile et fluide pour le personnel, de se dire ah oui, il y a une voiture dispo à cette heure-là, je peux aller avec et avoir quelque chose vraiment de pratique. À la fois, il y a une absence de moyens de transport, mais il y a aussi une absence d'infrastructures adaptées. Donc ici, par exemple, on a par exemple aucun trottoir. Donc les personnes qui demain vont descendre du bus, si on ne prévoit pas d'autres solutions, on va créer du danger. Venir à pied, c'est impossible, c'est dangereux. À vélo, même combat, il n'y a actuellement pas de piste cyclable, rien n'est prévu pour la mobilité douce. On a essayé de vraiment d'envisager les différentes facettes, à la fois des moyens de transport, l'infrastructure, les routes, mais aussi les aspects énergétiques. On va amener ici dans le zoning de nouvelles sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Entre les produits pétroliers que nous vendons déjà, donc on va installer des bornes électriques, on va aussi installer 1 ou 2 pompes CNG, donc c'est du gaz naturel comprimé pour les véhicules légers, et peut-être à terme, si la clientèle le permet, alors du LNG qui lui est davantage consacré aux camions. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, parfait. Voilà. Donc j'ai coupé la vidéo hein, pour ne pas faire trop long. Donc je remets ici en plein écran si ça veut bien venir. Voilà. Hop, tac.
Voilà, donc dès qu'on a rencontré le Plénès Club, ben on a avec eux détecté le frein majeur à la croissance des entreprises, c'est-à-dire le recrutement personnel, et recrutement qui était rendu difficile, outre les freins traditionnels. Le frein supplémentaire, c'était l'accessibilité du parc. Et c'était d'autant plus énervant quelque part que à côté de ce parc d'activité économique, on a deux communes où on a 25% de demandeurs d'emploi et le matching ne se faisait pas, notamment à cause de ces problèmes de mobilité. Et donc, on a initié le projet, on a essayé de mobiliser un certain nombre d'acteurs sur ce projet. D'abord les communes, le TEC, l'Union Wallonne qui nous a bien aidé aussi dans ce projet, la SPI qui gère évidemment ce parc d'activités. Et ensemble, on a dessiné un projet qui est ici un peu résumé dans la vidéo que vous avez vue. Évidemment, on a dû l'amender en fonction d'une série de facteurs, notamment les facteurs financiers. On a été évidemment à la recherche de moyens financiers. On en a trouvé quand même pas mal, mais pas évidemment pour couvrir tous les besoins. Et donc ensuite, on est vraiment entré dans une phase de montage de projet et aujourd'hui, le parc d'activité bénéficie de différents moyens de transport, notamment une ligne de bus qui va être renforcée ici à partir du 1er octobre par une ligne express, notamment par du covoiturage. Et actuellement, nous travaillons activement sur la mobilité douce. Donc, il y a plusieurs entreprises qui proposent aujourd'hui du leasing vélo à leurs employés et leurs ouvriers. Et nous, on bataille derrière au niveau de la SPI des communes pour aménager ce parc d'activité pour une mobilité douce sécurisée. Donc, avec déjà la pose de trottoir et aussi de pistes cyclables. Alors, j'ai essayé en préparant un peu cette intervention de dire au fond, tiens, le partenariat entre le Plénès Club et le GAL Pays de Herve fonctionne bien. Avec les autres partenaires, ça se passe bien également. Et quels sont en fait nos facteurs de succès? Quels sont les ingrédients qui ont permis que ce partenariat fonctionne bien? Et j'ai identifié un certain nombre d'ingrédients. D'abord, la question de l'ouverture et la souplesse des différentes structures et l'écoute qu'on a eue. Ça paraît assez basique comme ingrédient, mais souvent on a remarqué qu'il y avait un nombre d'acteurs conséquents sur le territoire qui avaient des activités complémentaires ou même parfois redondantes, mais que beaucoup d'intervenants étaient assez repliés, auto-centrés un peu sur ces activités et on tombe très vite dans ce travail. Et donc, mettre les gens autour de la table et vraiment essayer de voir quelles sont les complémentarités et en quoi les différents organismes peuvent intervenir est vraiment une démarche essentielle. Et vraiment, notre obsession dans ces discussions, c'est de ne pas perdre de vue l'intérêt final du client, que sont les entreprises et les travailleurs et les demandeurs d'emploi. Régulièrement, encore, ici, on a eu des discussions par rapport à l'implantation de la ligne express avec le TEC, le TEW, l'AOT et le gouvernement wallon. Et ils ont leur logique à eux, leur logique de rentabilité, etc. Et vraiment, dans notre travail, ça a été de les sensibiliser
aux besoins des travailleurs, à la localisation des travailleurs, pour avoir une offre qui correspond vraiment et qui soit un réel plus pour l'ensemble des acteurs concernés par la mobilité. Alors évidemment, deuxième argument, mais j'ai déjà dit aussi, c'est l'écoute, le respect, la confiance, la connaissance mutuelle. De nouveau, ça paraît très très basique, mais dans ce style de projet où par exemple on est régulièrement mis un peu sur le devant de la scène, où il y a des reportages, où il y a de la médiatisation. Si un des partenaires, par exemple, tire la couverture trop à lui, en disant que c'est lui qui l'a fait, ça ne peut pas fonctionner. Je veux dire, c'est vraiment à tout point de vue, à chaque instant, le partenariat qui doit être mis en avant. Et ça, parfois, ça demande un effort un peu. Il faut pouvoir rester humble et faire confiance aux partenaires. Il parlera aussi bien de lui, quoi. Alors, la compréhension, l'adaptation, ben, c'est vrai que des projets comme ça doivent être sans cesse adaptés. Les besoins évoluent. Et par exemple, un peu partout en Wallonie, hein, mais l'arrivée des vélos électriques, par exemple, nous a amené à repenser un peu la mobilité au sein du parc. Nous avons sur le territoire des axes structurants comme des ravels. Et là, on est vraiment en pleine réflexion pour savoir comment relier cet élément structurant qu'est le ravel aux zones d'activité, notamment aux parcs d'activité des planètes, mais aussi avec les autres parcs d'activité ou les autres centres commerciaux. Et alors, ce que nous essayons aussi, c'est vraiment de garder très très fort cette ambition, cette volonté de déboucher sur du concret dans des échéances qu'on s'est fixées. Donc, on peut débattre, on peut faire des colloques à longueur d'année sur la mobilité au sein des parcs d'activité. Si à un moment donné, il n'y a pas des éléments qui sortent de terre, je crois que tout le monde s'épuise et on perd en crédibilité. Et nous, il nous est arrivé même d'essayer des choses comme une navette pour le travail de nuit, par exemple, quitte à devoir l'amender par la suite. Mais on est vraiment persuadé que tant que le moyen n'est pas mis en œuvre, que les personnes n'ont pas l'occasion de le tester, il est pour nous impossible d'évaluer complètement à 100% sa raison d'être. Donc voilà, ça c'est un peu la conclusion un peu de cette petite présentation, c'est de dire, ben oui, on peut faire tout seul, on va aller sûrement beaucoup plus vite, on va sûrement beaucoup moins discuter, mais on est, nous, persuadés qu'ensemble, on va beaucoup plus loin et qu'ensemble, on arrivera beaucoup plus, on aura beaucoup plus de chances de pérenniser nos actions que si on faisait seul dans notre coin. Quoi. Donc, pour nous, la dynamique partenariale est vraiment essentielle dans l'ensemble de nos projets. Alors, je vais terminer cette petite présentation par un petit projet qu'on va mener la semaine prochaine, qui est aussi un peu un essai. Donc, on travaille aussi, donc ici, c'était un projet sur la mobilité. On a une série de projets aussi qu'on mène en matière d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité. Et ici, on va proposer aux entreprises de s'essayer à l'économie collaborative. Et donc, on a un événement le 8 octobre, jeudi de la semaine prochaine, où en une soirée, on va proposer aux entreprises de s'échanger des biens, des services et des compétences.
sans transaction financière. Donc, on a construit une plateforme pour que ces échanges puissent se faire. Et ce qui est très riche dans ce type d'événement qu'on veut créer, c'est qu'on va retrouver non seulement toutes les entreprises du territoire, mais aussi le domaine associatif, le domaine culturel, scolaire, et également tout ce qui est lié aux soins de santé. Et on se dit que, par exemple, après cette période ou en cette période de crise sanitaire, des collaborations entre des entreprises et des acteurs des soins de santé, mais ça a tout à fait son sens. Au niveau durabilité, hein, on ne jette plus, on donne peut-être à certains éléments, et au niveau aussi évidemment solidarité au travers du territoire. Et donc concrètement, c'est des échanges. Une société qui aurait par exemple des bureaux qu'elle n'utilise plus pourrait les mettre à disposition d'une école, des ordinateurs qu'elle n'utilise plus, elle pourrait les mettre à disposition d'une école, et les échanges ne doivent pas être nécessairement bilatéraux, c'est vraiment à l'échelle de la soirée qu'on va essayer d'avoir un maximum d'échanges. Et pour vraiment, comme point final de ma présentation, je vais vous passer une petite vidéo qui est très très courte, qui dure 10 secondes, sur ce projet qu'on va mener la semaine prochaine. Entrepreneurs, agriculteurs, commerçants, eChange, le rendez-vous des opportunités locales et durables. Jeudi 8 octobre 17h, espace industriel des Plénesses. Voilà, je vous avais prévenu, c'était très court. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et je suis à disposition pour répondre à vos questions. Voilà, merci.